5 sur 7 matin, retour au plateau avec Patrick Dioswo. Avec lui, on parle de la vie extraordinaire de Paul Azoumé, le Béninois qui, à travers ses mots, a donné une voix à l'Afrique. À une époque où le continent était souvent réduit à des clichés, eh bien, Paul Azoumé a pris sur lui de briser les stéréotypes. Ses romans, notamment Dogissimi, sont devenus des classiques, que dis-je, des références incontournables de la littérature négro-africaine d'expression française. Avec Patrick, donc, évidemment, on célèbre un écrivain, un patriarche. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Herman Rodé Gamégan. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, le plateau de 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Et plus encore, de parler d'un des ouvrages fondateurs, donc on va le dire ainsi, de la littérature négro-africaine d'expression française. Tout à fait. Et nous avons cette semaine c'est une semaine consacrée au Salon national du livre. Absolument. Alors, c'est quoi de plus normal que de faire un tour vers celui qui est considéré comme le père, le patriarche, vous l'avez dit, de la littérature béninoise d'expression française. Moi, je dis auteur de Dogissimi et tuteur de la littérature béninoise. D'accord, très bien. Voilà qui est bien clair. Et pour, évidemment, conduire ces échanges avec nous, un invité de taille patron, on va le dire ainsi, un invité VIP, qu'on n'a pas l'opportunité d'avoir tout le temps. Oui. Et pour les rares fois qu'on l'a, certainement, on va puiser de son savoir. Oui, le professeur émérite Adrien Wanou. Bonjour, professeur. Bonjour monsieur. Bonjour, professeur. Ça fait toujours plaisir d'avoir le professeur Wanou sur le plateau, parce qu'on a eu droit à ses cours en amphithéâtre. Oui, tout à fait. Issu donc, du département du Moule, du département des lettres modernes, à la faculté des lettres, arts et sciences humaines en son temps, bien sûr, parce que la flash a été déclassée, éclatée en deux blocs. En deux blocs, oui. Certains diront qu'il n'y a plus de flash. Il y a maintenant la fâche et la flaque. Bon, ça ne va pas fâcher, on espère. Non, pas fâcher. La flash, moi aussi j'ai fait la flash, les lettres modernes exactement comme vous. Enchanté. La génération 89. Oui, c'est un plaisir de vous rencontrer là. Mais moi, c'est bien plus tard. Je peux vous l'assurer, c'est bien plus tard, des années plus tard, des décennies plus tard, je dirais. Alors, professeur, ça fait plaisir de vous voir sur ce plateau pour parler de quelqu'un qui est considéré comme un baobab, comme un iroko et comme une entité, Paul Azoumé. Et d'habitude, depuis qu'il est parti, je retiens simplement 16 avril 1890, 18 avril 1980, 90 ans, 2 jours pour cet homme. Nous allons parler de lui en 3 parties. La première partie, c'est le premier parcours, disons le parcours de vie. La deuxième partie, nous allons faire un coup d'œil sur ses œuvres et surtout sur Dogissimi. Et puis la troisième partie, l'homme politique. Paul Azoumé a été homme politique et on ne le retient pas toujours, on ne le dit pas toujours. Alors, professeur, lorsqu'il faut parler de lui en tant que personne, il est d'abord moniteur, ensuite instituteur, puis il est devenu directeur d'école, il est devenu auteur. Paul Azoumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de lui, de sa naissance? Quand on parle de la vie de Paul Azoumé, je fais souvent un rapprochement des dates, vous l'avez dit en passant, 16 avril et 18 avril. Oui. Il est né un 16 avril, il est mort un 18 avril. Oui. Entre les deux dates, il y a eu 90 ans et 2 jours. Oui. Et justement, il y a une anecdote. Dans ces derniers mois, disons, Paul Azoumé a été éprouvé par la maladie. Vous savez, quand on avance vers 90 ans, les choses sont ce qu'elles sont. Oui. Il était donc en France, il était citoyen français, citoyen béninois aussi. Oui. Il était donc en France chez l'un de ses aînés pour se faire soigner. Et un jour, je ne sais pas s'il faut appeler ça fausse nouvelle ou fake news, le bruit a commencé à courir qu'il était décidé. Quelqu'un qui voulait en avoir le cœur net a donc appelé chez son fils.
Là, il a sonné, c'est le téléphone fixe. Ça a sonné une fois, deux fois, trois fois. Quelqu'un a décroché. Bonjour, c'est bien chez monsieur Razoumen, je crois que c'est Stanislas, j'imagine. J'ai oublié le prénom exact. Oui, c'est bien, je voudrais lui parler, il n'est pas là. Je peux parler à son épouse, elle n'est pas là. Un de ses enfants, ils ne sont pas là. Je voudrais lui poser une question. Oui, bon, vous pouvez y aller. Je lui rendrai, lui transmettrai le message. Oui, bonjour, justement, je voudrais savoir si son papa, M. Paul Razoumen, est vraiment décédé, comme on le dit. Alors, le vieux, il a dit, non, il n'est pas décédé, la preuve c'est que c'est moi-même là, Paul, qui vous parle. Et donc, quand il a dit ça, il a chanté une chanson qui disait, je ne suis pas encore parti, vous devrez bien me voir encore pendant quelque temps. Oui. Et il a raccroché. Bon, je me demande quel devait être l'état d'âme de la personne qui a appelé et qui a eu comme ça. Bon, c'est lui-même qui m'a raconté cela. Hein? Oui. Paul Razoumen lui-même. C'est lui-même qui m'a raconté. Vous avez eu la chance de... Oui, bien sûr, je l'ai voir. fréquenté pendant des années. Oui. Bien sûr, dans son carré, dans sa maison à Guincomet. Guincomet, Voilà, oui. sa maison à Guincomet, non loin du temple protestant qui est à Guincomet. C'est lui-même qui m'a raconté cela. Voilà donc ce que j'ai retenu de ces 90 ans, 2 jours. C'est une anecdote assez exceptionnelle. Bon, je raconte ça. Oh, merci pour l'opportunité que nous offrez pour... C'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui a fréquenté, d'accord, on va dire celui dont on parle, parce qu'on a toujours droit à ce genre d'anecdotes, parfois déroutants quand même, mais ce sont des anecdotes assez authentiques qui permettent de mieux cerner quelque part des tranches de vie. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir encore de sa vie, disons, un peu avant que Dogi Simi ne vienne en vie? Avant que vous avez dit Dogi Simi, justement, en venant ici, je suis venu avec l'ouvrage qui est épuisé depuis un moment. Les éditions Ruisseau d'Afrique sont en train de faire des démarches pour rééditer l'ouvrage au Bénin ici, pour que ce soit accessible d'abord aux Béninois. Quand je dis édition Ruisseau d'Afrique, je dis Béatrice Gbado, qui est la directrice de la maison d'édition. Et elle a une raison, j'allais dire particulière, de vouloir rééditer Dogi Simi, puisque les éditions Ruisseau d'Afrique ont publié il y a quelque temps ce livre-là, intitulé Relire Dogi Simi de Paul Razoumen. D'accord. C'est une étude scientifique consacrée à Dogi Simi qui, pour moi, liseur de romans, ce qu'on retient de Paul Razoumen. Évidemment, il n'a pas été que ça. Vous avez dit, il a été instituteur, chercheur, romancier, Dogi Simi, mais aussi ethnologue et homme politique. On va en parler. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on peut retenir de Dogi Simi? L'ouvrage a été produit par, vous avez dit, édité par Ruisseau d'Afrique. Non, je parle de l'ouvrage critique. L'ouvrage critique. C'est vous-même qui l'avez écrit, l'ouvrage critique? C'est le livre que j'ai écrit pour célébrer à ma manière les 60 ans d'indépendance du Bénin. D'accord, super. Je considère que 50 ans dans la vie d'un être humain, c'est important. Évidemment, toutes les années qui viennent après 50 ans dans la vie d'un être humain
c'est important. Oui, tout à fait. Et je considère aussi que pour une nation, c'est pareil. Oui. Et qu'on devrait célébrer les 50 ans d'une nation comme le Bénin. Oui. Bon, quand le Bénin avait 50 ans, 2010, oui, en 2010. J'ai publié un petit ouvrage pour célébrer à ma façon, c'était intitulé 50 ans de vie littéraire au Bénin. D'accord. Bon, pour faire un peu le point sur ce qui avait été produit, sur ce que l'on faisait, sur ce qui pouvait advenir après. Oui. Et pour les 60 ans. Pour les 60 ans, j'avais une raison supplémentaire. Le Covid m'avait cloîtré chez moi. Je me suis dit, bon, si je suis chez moi, que je ne peux pas sortir, il faut mettre le temps à profit. Il faut mettre le temps à profit. Oui. Comme j'avais ce projet-là, donc commémorer à ma façon les 60 ans indépendants de notre pays qui coïncidait avec une autre date que je considère comme importante. Oui. C'est les 30 ans, je crois, la création de l'Université nationale du Bénin, qui a été créée donc en décembre 1970 et qui donc en 2020 avait 50 ans. Oui. C'est bien ça, hein? C'est ça. Bon, je considère que dans une nation, il y a des dates. Oui. Il y a des dates qu'il ne faut pas laisser passer. D'accord. Donc, quand les 60 ans du Bénin approchaient, je me suis dit, en tant que citoyen, mais aussi homme de science et spécialiste de la littérature béninoise, puisque c'est ce que je fais depuis très longtemps. Depuis 1974, je m'occupe de cette littérature. Entre autres choses, bien évidemment, je suis payé pour enseigner. J'enseigne la littérature africaine, comme on dit, mais j'ai qu'est-ce que j'allais dire? J'ai un souci particulier pour la littérature de mon pays. Parce que je considère que pour servir le pays, on n'a pas besoin d'être député ou ministre. Chacun devrait pouvoir servir le pays quand on l'aime. Tout à fait. Bon, tout le monde n'aime pas son pays. Bon, je considère que c'est un... Qu'est-ce que j'allais dire? Que c'est un privilège d'être béninois. Oui. Bon, ça, c'est comme ça que je ressens cela. Super. Bon, ça dépend de chacun. Je considère donc que chacun devrait pouvoir servir son pays de toutes ses forces. Oui. Et vous avez le meilleur de lui-même à son poste. Donc, en 2020, vous avez sorti ce ouvrage. Donc, pour célébrer donc les 60 ans d'indépendance du Bénin et les 50 ans de l'Université nationale du Bénin, l'Université d'Abo et Calavi, comme on dit aujourd'hui. Pour moi, c'est important. Parce que je suis quand même à l'université depuis 1974, je crois. Oui, et c'est même important parce qu'on est en 2024, ça fait 50 ans que vous êtes à l'université. Ça fait donc 50 ans. Oui, et, comme date. J'avoue, c'est plus qu'honorable. Oui. Donc, ayant passé ma vie dans cette maison-là, la connaissant d'une certaine façon, à ma façon, je considère que lorsqu'elle a 50 ans, c'est une grande date. Voilà donc deux raisons, j'allais dire, politiques qui ont conduit
à la rédaction de ce livre-là. D'accord. Et quand j'ai rédigé le texte, j'ai trouvé une maison d'édition, Oui, une personne, qui a estimé que ce que je pensais était juste. Célébrer les 60 ans de son pays, célébrer les 50 ans de l'Université nationale, l'Université d'Abomey-Calavi. Évidemment, j'ai tellement dit l'Université nationale du Bénin que ça me revient, quoi. L'Université d'Abomey-Calavi était aussi quelque chose d'important. Voilà, donc c'est à partir de ce livre que je vais vous parler de Doguissimi et surtout de Paul Razumé, dont je considère que l'ouvrage de sa vie, c'est Doguissimi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir alors, donc, tout à l'heure, vous avez dit le patriarche. Oui, mais celui par qui ou celui à travers qui la littérature béninoise d'écriture française est née, c'est Paul Razumé. Bon, il y a Félix Couchereau, il faut retenir cette date-là, 1928. L'esclave, c'est Félix Couchereau. Je considère que c'est le roman fondateur de notre littérature écrite. Voilà. Donc, mais bon. C'est pour cela que je n'ai pas dit le père de la littérature, j'ai dit le tuteur. Voilà, c'est ça. Bon. Mais Paul Razumé a pris le pas sur Félix Couchereau parce que justement, il a produit cet ouvrage majeur. Doguissimi est un ouvrage majeur. C'est quand même le premier roman historique de la littérature négro-africaine d'expression française, d'écriture française. Bon. Après est venu Crépuscule des temps anciens de Nazi Bono. Mais c'est Doguissimi d'abord, en tant que roman historique négro-africain d'écriture française. Pour le Bénin, évidemment, c'est le premier aussi. On a eu le second, parce qu'il n'y en a que deux pour l'instant, de romans historiques dans notre littérature. On a eu le second il y a quelques années. Le titre, c'est Le chant des cannes à sucre de Barnabé Laye. C'est curieux parce que ces deux romans parlent du royaume d'Abomey et ont rapport au roi Guézo. D'accord. Les deux. Les deux auteurs, bon là, je divague peut-être, les deux auteurs, aucun d'eux n'est d'Abomey. Oui, voilà. C'est vrai. Ils sont tous les deux porto-noviens. Oui. Voilà. L'un est Gour, c'est Paul Razumé, Barnabé Laye, de son vrai nom, est Yoruba de Porto-Novo. Voilà. Mais Paul Razumé, ce n'est pas seulement Doguissimi, il a été instituteur. Et s'il a écrit Doguissimi, c'est parce que dans son parcours, quand j'ai commencé à travailler, le 1er décembre 1969, il y a une phrase que j'ai tellement entendue, partout où besoin sera. Ça veut dire quoi? On m'a dit, si on estime que tu dois servir à Porto-Novo, on te met à Porto-Novo. Si l'année suivante, on estime que tu dois aller servir à Mlanvi, tu vas à Mlanvi. J'ai dit, c'est ça. Bon, bref. Donc, il s'est retrouvé à Abomey. Ça devait être, je crois, 1910, quelque chose comme ça. Et il a donc pris contact avec le royaume d'Abomey et il a côtoyé les anciens, comme on dit, les anciens d'Abomey, les gardiens du temple. Et c'est de là qu'est née l'idée justement d'écrire Doguissimi. D'accord. Voilà. Alors, l'ouvrage, je le redis, qu'est-ce qu'on doit retenir de manière poignante? Parce que c'est quand même un ouvrage culte, c'est un ouvrage, vous l'avez dit, majeur, moi je dirais majuscule, par sa taille déjà, le nombre de pages. On retient quoi alors, il faudrait peut-être rapidement, parce que,
Si j'ai consacré un ouvrage à Doguissimi, Oui. Relire Doguissimi de Paul Razumé. Relire. Oui. Relire, c'est parce que c'est important. Oui, tout à fait. Mais je ne vais pas, disons, quand je suis au cours de littérature, je réduis Paul Razumé à Doguissimi, mais je ne vais pas le faire ici. Je vais on va quand même dire ce qu'il est en entier. D'accord, ok. Voilà. Donc il a été instituteur, c'est sa vie, ça. Oui. Voilà, il a servi à Porto Novo, il a servi à Abomey, Oui. entre autres, il a servi à Cotonou aussi. Oui. Bon. Voilà. Et il a... qu'est-ce qu'il a dit? Il a écrit d'autres ouvrages. Il a écrit même dans la presse. Oui. Dans le phare du Dahomey. Dans le phare du Dahomey. Et on connaît le phare du Dahomey parce que c'était un véritable organe de presse, j'allais dire. Oui. Bon, on l'a appelé journal, je ne sais pas si ça correspond, ça répond à la définition actuelle. Oui. Bon, mais il y a quelque chose qui était moins journal, encore moins journalistique, c'est le Récadaire de Béhanzin. Oui. Donc, journal manuscrit pour dénoncer les abus du gouverneur de la colonie du Dahomey. Oui. Donc, il a été instituteur, c'était pas un instituteur inactif, puisqu'il a mis son séjour à Abomey Oui. à rassembler des documents, surtout des documents oraux, Oui. qui serviront plus tard à la rédaction de Doguissimi. Il a... Bon, j'allais dire... Bon, j'hésite à dire qu'il a été... bon, il a écrit quelque chose qui ressemble à de la presse. D'accord. Bon, Oui. c'était sa façon de faire de la politique avant la lettre, puisqu'il dénonçait les abus du gouverneur du Dahomey. Il a été ethnologue, je crois que c'est important parce qu'il est parti de là. D'accord. Il a publié des articles d'ethnologie. Il a publié surtout un ouvrage d'ethnologie, le pacte de sang au Dahomey. Oui. Je crois que c'est important. Ça signifie que c'est un monsieur qui connaissait son pays. Oui. Qui voulait connaître son pays, c'est-à-dire la culture de son pays. Oui. Le pacte du sang, bon, on n'en parle pas beaucoup. Oui. C'est une pratique secrète. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui? Probablement. Bon, peut-être que... En français, on dirait conjuration. Oui. N'est-ce pas? Fait la conjuration, pourquoi le pacte de sang et non nous. On échange sa vie. Je bois votre sang, vous buvez mon sang, ça veut dire nous sommes désormais nous sommes liés par un pacte. Oui, c'est une alliance. Si vous me dénoncez, supposons qu'on fait cela, fait cela pour commettre un crime, si vous me dénoncez, vous mourrez. Parce que vous aurez trahi votre propre personne. Oui. Je crois avoir lu que Guézo, le roi Guézo, l'un des plus célèbres rois du Dahomey avant Béhanzin, que Guézo avait signé un pacte de sang avec certains de ses espions. D'accord. Pour être sûr qu'ils ne le trahiraient pas. Bon. Voilà ce que j'ai lu. Donc, c'est une pratique importante, disons, qui règle un peu, parce qu'il y a les grandes affaires du pays. Oui. Le pays, quel qu'il soit, république ou monarchie, et ceux qui managent ces affaires, parfois, ont besoin de sécurité. Je prends le mot actuel, n'est-ce pas, de sécurité. Et le pacte de sang fait partie justement des manières de s'assurer la sécurité. Oui. Bon, sécurité rapprochée, je ne sais pas. Oui. Voilà. Bon, donc, pour parler des grandes affaires du pays. Le journaliste, l'ethnologue,
Et puis l'homme politique. Et puis l'homme politique. Oui, alors l'homme politique, il a été candidat aux élections, à l'élection présidentielle, une élection qui n'a pas abouti. Oui, il n'a pas abouti, mais il faut aller un peu plus loin. Vous savez, lorsque vous avez une sensibilité, Oui. bon, quand je dis sensibilité, le mot a d'abord un sens un peu précis, pointu, quand il s'agit d'un artiste, je veux dire d'un romancier. Oui. Bon, si on n'est pas sensible, on n'écrit pas un roman. Non. Le romancier est un artiste, et l'artiste, c'est la personne qui vit d'abord par la sensibilité, par la peau. Donc, quand on a une certaine sensibilité, quand on se trouve dans des situations données, on est amené à se mêler des affaires de tout le monde, c'est-à-dire de politique. D'accord, ok. Et c'est ça qui a fait C'est ça qui a fait qu'à partir de 1945, oui. vous avez parlé vous avez dit qu'il a été candidat aux élections présidentielles, il a joué, mais il a commencé plus tôt. D'accord. Dans l'Union progressive du Dahomey, UPD, et dans ce parti, il n'y avait pas que lui, il y avait le docteur Émile Dernier Sissou, il y avait Souroumiga Apiti, et comme parrain, le père Francis Aupier, dont le collège Aupier porte le nom. Oui. Voilà, donc il a commencé parce qu'il a estimé que ce qu'il avait fait en écrivant le cadet du Dahomey, bon, il fallait continuer. Oui. Parce que le combat, il a commencé. Donc, il a commencé plus tôt que 1960 à donc s'occuper des affaires de tout le monde avant de devenir, devenir candidat. Voilà, aux élections présidentielles. On ne finira jamais de parler de Paul Razoume. Il a une palette assez large, très étendue, parce qu'il a touché à beaucoup de domaines d'activité, parlant évidemment de la littérature, de l'ethnologie, de l'ethnographie, de la politique aussi, absolument. Il a été chargé de mission au musée de l'Homme en 1937. C'est ce que mes recherches sur lui m'ont révélé. Il a glané aussi des trophées, le prix. Et justement, à propos de... Bon, il a été chargé de mission, justement, suite à la publication du pacte de sang au Dahomey, parce que les spécialistes ont considéré que c'était une contribution importante à la connaissance des sociétés africaines. Oui. Super. Et parlant de pacte de sang, je vais évoquer le nom de Francis Aupier, je l'ai dit en passant. Oui. C'était son père spirituel. D'accord. Oui. Très bien. Alors professeur, j'ai lu que Paul Razoume, quand on parle de la négritude, généralement on cite trois noms. Aimé Césaire, Léon Gontran Damas et Léopold Sédar Senghor. Paraîtrait que Paul Razoume aussi était quand même peut-être en proportion moins ostentatoire, à contribuer à l'éclosion de ce mouvement. Bon, de près, je ne sais pas, mais Paul Razoume a fait partie des gens qui fréquentaient la maison présence africaine rue des Écoles à Paris. Donc il était considéré comme une personnalité importante sur le plan de la littérature et de la culture négro-africaine. Oui, je sais. Très bien. Voilà qui est bien clair, Patrick. J'aurais bien voulu qu'on continue cet échange assez amical, assez cordial, assez fraternel surtout, et très instructif. Malheureusement, on va devoir s'arrêter. On va devoir s'arrêter parce qu'il y a d'autres rubriques à tenir. Malheureusement. C'est vraiment à mon corps défendant. On aurait pu parler de Paul Razoume durant des heures et des heures. Voilà, parler de son œuvre qui est magnifique, d'Ogissini. Un ouvrage dont on ne finira pas évidemment débaucher les splendeurs. Oui, tout à fait.
Merci, Erwan. Merci, professeur. Merci pour votre disponibilité. Une invitation très matinale, hein, pourtant le professeur est arrivé, a tenu parole, il est arrivé. Merci, professeur Adrien Ouanou, d'être passé sur 5 sur 7 matin. Au plaisir de vous retrouver prochainement, pourquoi pas, pour parler cette fois-ci de vous-même, pourquoi pas. Oui. Pourquoi pas, de vous-même. On voudrait savoir, quand on a fait 50 ans d'enseignement des littératures africaines francophones et surtout de la littérature béninoise, on a vu et lu sans doute beaucoup de choses. Oui. Je me souviens, en amphithéâtre, le professeur aujourd'hui, au CRI Pascal Tossou, qui nous disait, le professeur Ouanou, il a lu au moins à minima 2000 livres dans sa vie. Donc, c'est ce qu'il nous disait en amphithéâtre. Et donc, lorsqu'on a lu au moins 2000 livres, j'imagine... C'est pas sûr, c'est pas sûr. J'imagine bien, en tout cas, lorsqu'on connaît la littérature béninoise, comme vous le connaissez si bien au bout de vos doigts, de fond en comble, je pense qu'on a beaucoup d'informations à tirer de vous, surtout cette semaine où on parle du Salon national du livre. On s'imagine bien que vous serez de la partie. Oui, je serai là-bas. Absolument, on vous y retrouve. Oui. Merci Patrick. Oui. Et à lundi. Oui, à lundi prochain pour une autre chronique. 5 sur 7 matin, on va découvrir à présent les activités du Knowledge Lab for Innovation Communities. On parle du CLIC. Là, on parle de toute autre chose. Ce n'est pas de la littérature, on parle plutôt santé et innovation. Avec la